Merci beaucoup. Alors, Justin ne peut pas être là aujourd'hui, mais je pense que nous avons une vidéo préenregistrée. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir donné la chance de prendre la parole à rendez-vous. Là, je vais parler de mon expérience avec les technologies de reproduction assistée. Donc d'abord, je vais parler de mon expérience du patient, mon parcours, en utilisant l'ART. Je vais faire une présentation des traitements de fertilité. Je vais parler de la manière dont les traitements de fertilité ont l'air dans la communauté des troubles de la coagulation. Et enfin, je vais parler un petit peu de l'utilisation de ces technologies dans la planification familiale. Donc, moi-même, j'ai une hémophilie A, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons fait une FIV. Ma conjointe n'est pas en mesure de mener à bien une grossesse en raison d'un problème médical, avec un risque élevé qu'un bébé ait des défauts, et donc une grossesse n'était pas recommandée. Très tôt dans notre relation, ma femme me l'a fait savoir, et j'ai dit, bon, c'est pas un problème. On peut faire des embryons et trouver quelqu'un pour les porter. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je ne voulais pas réduire ses espoirs de fonder une famille. On a fini par faire des embryons, c'était assez facile. On a trouvé quelqu'un pour porter l'embryon, ça c'était la partie la plus difficile. On a eu un transfert d'embryon et on a été très chanceux. On a eu un garçon. Ensuite, je vais parler des procédures de fertilité. D'abord, c'est l'insémination intra-utérine. Ensuite, il y a FIV, la fécondation in vitro. On a lié ici l'injection intracytoplasmique de sperme et ensuite la congélation des œufs. C'est plus pour la préservation qu'une procédure elle-même. Mais je vais en parler dans les diapos suivantes. Donc l'insémination intra-utérine, c'est le traitement le moins invasif. On fait un prélèvement d'un échantillon de sperme. Ça aide à attraper le plus de sperme possible dans le cervix. Et ça, donc il y a le prélèvement d'un échantillon de sperme, le lavage de l'échantillon de sperme, et finalement inséminer le sperme dans la cavité utérine en utilisant un cathéter. La fécondation in vitro est moins invasive pour une femme. Le processus commence assez similairement avec la collecte de sperme et le lavage. Ensuite, plutôt que de placer le sperme dans l'utérus, on collecte les œufs et on les passe à travers la paroi vaginale. Et c'est là que ça devient un peu plus invasif parce que c'est une longue aiguille qui passe à travers la paroi vaginale et qui récupère l'ovule. Le sperme et l'ovule sont ensuite mis dans une boîte et on espère qu'il y a procréation, que des embryons se développent. L'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes est à peu près similaire. Il y a le prélèvement et le lavage du sperme. On collecte les ovules à travers la paroi vaginale, mais plutôt que d'être mis dans un contenant, un spermatozoïde est injecté dans chaque ovule. Une fois que c'est fait, on espère qu'il y aura fertilisation. Et ça, c'est ce qu'on voit en haut à gauche. Comme vous le voyez, c'est encore une cellule, mais il y a de la fertilisation au niveau de cet embryon. Au cours des 5 à 7 jours suivants, l'embryon, les cellules grossissent et se divident. Et on espère arriver à un blastocyste. Une fois qu'il y a un blastocyste, on peut le transférer, on peut faire des tests avec une biopsie ou congeler l'embryon pour une utilisation ultérieure. Pour le test, on prend quelques cellules du blastocyste pour les faire téter.
Ça, c'est utilisé pour les tests génétiques pré-implantatoires PGT. Il y en a 3. Le PGT-A, l'aneuploïde, est un test d'équilibre chromosomique pour les 23 paires de chromosomes pour un total de 46. On peut tester le sexe, mais au Canada, on ne peut pas choisir le sexe, sauf s'il y a une raison médicale. Le test suivant, c'est le PGT-M monogénique. Ça, ce sont des troubles monogéniques. Et donc, ce qu'on fait tombe sous cette catégorie. On utilise l'ADN parental pour tester par rapport à l'ADN de l'embryon. Pour moi, on n'a pas utilisé le PGT-M. On a fait le PGT-A, on a fait 2 tests. Et je savais que les embryons garçons allaient être affectés et les embryons féminins allaient être porteurs. La dernière désignation, c'est PGT-SR. C'est des réaménagements structurels. Il y a une inversion des chromosomes et une translocation. Ils sont créés à partir de l'ADN parental, encore une fois. Donc, comment est-ce que les troubles de la coagulation ont à voir avec la fertilité? En fait, il n'y a pas vraiment de problème. L'homme produit les spermatozoïdes et ça, c'est tout. Pour les femmes, il y a d'autres choses à prendre en considération. Pour tous les traitements, il y a des utilisations d'hormones. Il y a aussi des procédures plus invasives pour prélever les ovules. Et ensuite, lorsque toutes les follicules des ovules sont pris, ça peut développer d'autres problèmes. Et si ce n'est pas contrôlé, ça peut avoir des conséquences de santé plus graves encore. La chose la plus facile, c'est de discuter avec un centre de traitement de l'hémophilie pour créer un plan de traitement. Au niveau du planning familial, comment est-ce que ça aide dans la communauté des personnes atteintes des troubles de la coagulation? Il y a la création d'embryons et des tests génétiques et déterminer si c'est ordinaire ou s'il y a un trouble génétique. Et ensuite, ça amène à ce qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a un transfert sélectif d'embryons? Avec le PGT-A, est-ce qu'il y a la sélection du sexe? On sait que F8 est lié au sexe pour éviter de passer l'hémophilie. Pour les autres troubles et maladies, on peut utiliser le PGT-M et choisir les embryons non affectés. Dans notre cas, avoir les embryons disponibles avant la grossesse, ça a permis d'avoir des bonnes conversations avec les conseillers. Bien sûr, le sujet de la sélection de l'embryon, ça peut être un sujet de discussion en lui-même. D'autres options peuvent permettre d'éviter la transmission d'autres maladies. Et de manière historique, je pense que c'est comme ça que certains patients atteints d'hémophilie ont utilisé l'ART plutôt que le composant génétique. J'ai parlé du processus de fertilité, mais je vais vous donner quelques chiffres. On peut s'attendre à avoir 10 à 15 ovules qui vont être recueillis. Et là, il y a 70 à 80% taux de fertilisation. Une fois que les embryons sont fertilisés, pour qu'on arrive à un taux de blast, c'est 50 à 60%. Et après le test génétique, pour qu'un blast soit normal, c'est à peu près 50%. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez 10 œufs, vous pourriez arriver à 3 ou 4 blasts. Et après test génétique, vous aurez peut-être un ou deux embryons. Bien sûr, ce ne sont que des chiffres. Les statistiques basées sur un nombre important de patients. Mais chaque personne peut voir ces chiffres être inférieurs ou supérieurs. Je voulais juste inclure ceci pour montrer que même si on peut créer des embryons normaux, il faut être réaliste par rapport au nombre initial
d'ovules. Et ceci conclut ma présentation. Merci de m'avoir permis de vous parler de mon parcours et de vous avoir donné un petit aperçu des traitements de fertilité qui existent et comment ils peuvent être utilisés dans la communauté des personnes atteintes de troubles de la coagulation. Bien sûr, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé et ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait discuter une autre fois. Encore une fois, merci beaucoup. Au revoir.